Merci Clotilde et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé donc, par la Commission Climat et Développement de Coordination Sud. Donc aujourd'hui, on va vous parler compensation carbone sur la thématique compensation carbone et co-bénéfices impossibles. L'objectif aujourd'hui, c'est principalement de sensibiliser et vulgariser ce que c'est que la compensation carbone, donc au sein du secteur de la solidarité internationale. Et en fait, on va vous parler donc des mécanismes de certification carbone et de ce que ça représente du point de vue des projets, en vous montrant à la fois les avantages, mais aussi les limites et les enjeux, en faisant un gros focus sur le domaine de la reforestation, qui est aujourd'hui un secteur qui est très en vogue dans la compensation carbone et qui a des limites très spécifiques à ce secteur. Donc, je laisserai les intervenants développer à ce sujet. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel des enjeux de la compensation carbone et ensuite, je donnerai la parole sous un format de table ronde à nos différents intervenants et intervenantes. Je pense que je vais les laisser se présenter dans un premier temps déjà. Donc, en premier lieu, on a Camille André. Camille, si tu veux te présenter. Ouais, merci beaucoup, Lucas. Du coup, j'ai aussi écrit dans le chat. Du coup, je suis donc Camille André, je suis responsable programme climat et énergie au GRS et j'interviens ici au titre de mon rôle d'administrateur du collectif All for Trees, puisque du coup, la personne qui coordonne ce réseau ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir porter un peu leur voix sur la question de la compensation carbone et notamment du lien avec les projets forestiers. Merci Camille. Ensuite, on a Amandine Hersan. Amandine, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis directrice générale de l'association Planète Urgence. Merci Amandine. Ensuite, on a Mathieu Jousset avec nous aussi. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc moi, je dirige le pôle de développement de projets, qui incluent des projets de finance carbone de la Fondation Good Planet. On a également avec nous Béatrice Lacour. Je te laisse te présenter, Béatrice. Si on a bien Béatrice avec nous, oui. Alors Béatrice, on t'entend assez mal. Attendez bien. Ouais, j'ai un réseau, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, si ce n'est pas que de mon côté, je pense qu'on va essayer de laisser Béatrice résoudre ses problèmes de connexion. Parce que là, c'est assez difficile de l'entendre. Et j'en profite, voilà, du coup, j'en profite pour me présenter aussi. Ensuite, on verra si Béatrice nous revient avec une meilleure connexion. Donc, moi, c'est Lucas Winkelmann. Je travaille également au GRS et j'anime la plateforme Info Compensation Carbone qui vise justement à donner de l'information sur ce que c'est que la compensation carbone et à répondre aux interrogations de tout type d'acteurs. Et donc, c'est pour cela que je vais pouvoir animer la table ronde aujourd'hui. Donc, on laissera Béatrice se présenter un petit peu plus tard. Je vais en profiter pour faire les quelques slides d'introduction pour qu'on reparte tous sur les mêmes bases sur la compensation carbone. Clotilde, si tu peux passer la première slide. Voilà, donc aujourd'hui, déjà pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est la compensation carbone, parce qu'on a beaucoup... aujourd'hui, autour de la compensation carbone, il y a beaucoup de défiance, beaucoup de préjugés sur le fait que ça serait finalement que du greenwashing, un moyen pour les entreprises de se dédouaner de leurs responsabilités en termes de stratégie climatique. Et on a notamment eu beaucoup de débats sur certaines communications d'entreprises autour de vols qui seraient neutres en carbone, etc. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est vraiment de casser ces préjugés et d'aller au plus loin dans les choses, voir qu'est-ce que c'est que la compensation carbone aussi du point de vue des projets, montrer que ce n'est pas seulement du côté des entreprises que ça se passe, mais aussi montrer les enjeux pour les entreprises. On a du coup Béatrice qui est avec nous, qui montrera le point de vue des entreprises et toutes les difficultés de communiquer sur la question de la compensation carbone. Donc, pour repartir sur des bonnes bases tous ensemble, Clotilde, je laisse passer à la slide suivante. La compensation carbone, c'est un moyen donc, de contribuer hors de sa chaîne de valeur à l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, ça représente pour une entreprise ici la possibilité de financer des projets qui agissent sur les émissions de gaz à effet de serre ailleurs. Donc, historiquement, la compensation carbone, c'était un mécanisme de flexibilité créé par le protocole de Kyoto pour permettre à des entreprises dans des pays développés, principalement de financer dans des pays en développement des projets qui évitaient l'émission de gaz à effet de serre ou alors qui en séquestraient, pour ensuite récupérer donc
grâce à ces financements, des crédits carbone venant certifier l'impact de ces projets. Et les entreprises pouvaient ensuite utiliser ces crédits carbone dans leurs obligations réglementaires. Aujourd'hui, c'est principalement de la compensation carbone volontaire qui se développe avec des entreprises qui ne sont pas tenues d'acheter des crédits finalement, mais qui le font quand même pour améliorer leur démarche climatique et pour soutenir des projets. Il ne faut pas oublier donc, comme on le voit sur ce schéma, au centre de la compensation carbone, il y a ces projets, donc ici affichés comme éco-projets, qui ont un impact sur le terrain et qui viennent réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, à la base, la compensation carbone, c'est un mécanisme de flexibilité qui marche parce que le carbone n'a pas de frontières et que finalement, réduire une émission de gaz à effet de serre à un endroit ou à un autre a en théorie le même impact sur les réchauffements climatiques. Ce qui n'empêche pas, néanmoins, et on aura l'occasion d'en reparler, qu'une entreprise ici doit aussi réduire ses propres émissions avant de penser à financer des projets à l'étranger. Donc, je vais laisser Clotilde passer à la slide suivante. Parce que quand on parle de crédit carbone, en fait, de quoi on parle? On parle d'un impact, on parle d'une tonne de gaz à effet de serre qui n'a pas été émise dans l'atmosphère. On parle aussi de réduction d'émissions. Et en fait, ce graphique permet de voir que pour quantifier ces crédits carbone, on part d'une courbe grise sur le schéma qui est un scénario de référence sans l'activité du projet. Donc, on a un scénario où on n'est pas intervenu, où on a un niveau d'émission de gaz à effet de serre. Et ensuite, l'activité du projet permet d'avoir une autre courbe, la courbe verte, qui, on l'espère, permettra d'avoir des émissions de gaz à effet de serre plus faibles que le scénario de référence. Et ensuite, la différence entre ces deux courbes, c'est là qu'on parle de réduction d'émissions, c'est l'impact carbone du projet. Et c'est ces réductions d'émissions qui sont calculées, quantifiées, et ensuite certifiées pour pouvoir être vendues à des entreprises. Donc là, sur l'exemple de la courbe, on parle d'émissions positives. Donc en fait, on est sur un scénario avec des émissions qui diminuent grâce à l'intervention du projet. Mais on a aussi la même chose, et ça va être beaucoup le cas dans des projets forestiers. On a la situation où finalement, on part d'un scénario de référence où on a un certain niveau de gaz à effet de serre qui sont captés par des puits de carbone, par les sols, par les forêts, par d'autres technologies. Et on aura ensuite une intervention d'un projet qui va permettre d'augmenter cette quantité de gaz à effet de serre qui est séquestrée ou captée. Donc, on retirera plus de gaz à effet de serre de l'atmosphère que ce qui était initialement prévu. Et donc, on aura aussi la génération de crédits carbone. On peut passer à la slide suivante. Parce que pour certifier des crédits carbone, et pour être éligible à la certification de crédits carbone, un projet doit avant tout répondre à certaines exigences, certains critères. Le critère principal, c'est celui d'additionnalité. Comme on l'a vu, on parle vraiment, pour regarder la compensation carbone, de scénarios sans projet et avec projet. Et donc, il revient au projet qui veut se faire certifier de prouver que son activité est vraiment additionnelle, c'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont mesurés n'auraient pas pu avoir lieu sans son intervention. Donc, c'est là qu'on parle d'additionnalité climatique, en disant qu'on permet d'éviter ou de séquestrer des émissions de gaz à effet de serre en plus d'une situation de référence. Il y a aussi la question de l'additionnalité financière. L'objectif premier de la finance carbone, c'est de permettre à des projets vertueux et qui ont un impact positif sur le climat de voir le jour en mobilisant des financements d'entreprises ou d'autres acteurs pour ces projets. Et donc, il faut bien montrer, pour que l'argent aille bien aux bons acteurs, il faut montrer que finalement, sans cet argent additionnel, sans ce financement et cet achat de crédit carbone, les projets ne pourraient pas mettre en place leurs activités. Ce qui pose ensuite des questions sur quel est le prix juste pour un crédit carbone, dont on pourra reparler tout à l'heure. Et enfin, un projet doit aussi montrer une additionnalité réglementaire en montrant qu'il va plus loin aussi que la réglementation en vigueur, c'est-à-dire qu'il ne serait pas rémunéré pour des choses qu'il serait tenu de faire, mais on est bien en train de financer des projets qui vont plus loin que la réglementation, qui vont plus loin que la situation de référence. Pour prouver cette additionnalité et pour aussi donner des méthodologies de calcul des émissions de gaz à effet de serre, il y a des standards qui se sont développés et qui définissent des référentiels. Donc là, on est sur le critère en haut à gauche. On a des standards internationaux du type VCS, Verified Carbon Standard, ou COL Standard, qui sont des standards indépendants internationaux qui se sont développés pour donner des méthodologies aux porteurs de projets et leur expliquer comment quantifier les économies de CO2 et apporter de la transparence, de l'exigence et de la robustesse au suivi des tonnes évitées. On a également le mécanisme de l'ONU, les méthodologies de l'ONU qui viennent donner des référentiels, et plus récemment en France, le label bas carbone, qui donne des méthodologies pour les projets situés sur le territoire français. Ensuite, un autre critère, c'est celui de la vérification. C'est-à-dire que
au-delà du suivi de référentiel, pour bien montrer qu'il y a de l'indépendance dans l'affichage des crédits carbone, chaque projet doit être audité par un évaluateur externe, ce qui permet encore une fois d'apporter de la transparence et de l'impartialité à la certification de crédit carbone. Et montrer que ce qui est dit par le projet, ce qui est le suivi du référentiel est bien présent sur le terrain. Et enfin, le dernier enjeu dont on parle aujourd'hui, c'est celui de la permanence des économies de CO2. Que ce soit des émissions évitées ou séquestrées, comme je vous le disais tout à l'heure, soit des émissions en moins par rapport à un scénario, soit un potentiel de séquestration de carbone en plus par rapport au scénario de référence. Toutes ces réductions d'émissions doivent être permanentes. Elles ne doivent pas avoir lieu juste une année et ensuite être réémises dans l'atmosphère. On verra que c'est un enjeu qui est très important spécifiquement pour les forêts. Mais il faut bien montrer qu'une fois que la tonne de CO2 a été évitée ou séquestrée, elle est maintenue dans cet état-là. Et donc, tous ces enjeux-là, ils sont valables pour quel que soit le type. Bien sûr, les enjeux sont différents selon les secteurs d'activité, mais ils sont valables pour tout type de projet de compensation carbone, que ce soit des projets forestiers, mais des projets aussi d'énergie renouvelable, de réduction des consommations d'énergie, sur des domaines de l'agriculture, etc. Tous les projets qui sont éligibles à la finance carbone, à la certification carbone, doivent respecter ces critères. On va passer à la slide suivante. Là, on a parlé vraiment du carbone, montrer qu'un crédit carbone, c'est égal à 1 tonne de CO2 qui a été évité ou séquestré, mais il y a également des co-bénéfices. La finance carbone doit aller plus loin que le seul monocritère du carbone. Et c'est quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, particulièrement pour la question des forêts, et dont nos intervenants vont pouvoir reparler. Mais les crédits carbone, finalement, par leurs actions et par l'intervention des projets sur le terrain, permettent aussi de contribuer à d'autres enjeux, et notamment aux objectifs de développement durable. Donc, ils sont représentés rapidement ici. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. On le fera plus sur les enjeux relatifs à la forêt dans la discussion. Mais en termes d'impact sur la biodiversité, en termes d'impact sur la santé humaine, en termes d'impact sur l'économie et les bienfaits sociaux, il y a beaucoup de choses auxquelles 1 tonne de carbone, finalement, par l'intermédiaire de son projet, peut contribuer. Et on peut passer à la slide suivante, et ça sera la fin de mon introduction. Avant de redonner la parole à tous nos intervenants et intervenantes qui font partie d'un écosystème complet sur la finance carbone, je voulais justement profiter pour replacer un petit peu le contexte et replacer les différents acteurs dans ce cadre-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, la finance carbone, c'est le lien entre des porteurs de projets, des développeurs de projets sur le terrain, qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et des clients finaux, qui sont les financeurs de la finance carbone qui achètent les crédits carbone. Donc, ce sont les deux acteurs qu'on voit en haut et en bas à droite. Ces deux acteurs-là, entre les deux, ou pour faciliter les transactions entre les deux, il y a tout un écosystème qui s'est développé. On a notamment des opérateurs de la compensation carbone qui offrent des services à la fois aux développeurs porteurs de projets, en les accompagnant dans la certification, en les accompagnant dans la mesure du potentiel carbone de leurs activités, et qui peuvent accompagner aussi les clients finaux de la compensation, en les aidant sur la mesure de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour savoir aussi à quel niveau ils doivent contribuer en achetant des crédits carbone, qui peuvent aussi les accompagner dans la définition d'objectifs de réduction, dans des stratégies climatiques, et donc qui permettent de faire le lien, au final, entre le développeur et le client final. On a également des courtiers carbone, qui sont vraiment uniquement ici des revendeurs, qui achètent des crédits et qui les revendent, afin de permettre de donner de la fluidité au marché, et de faire des liens, encore une fois, entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, ce sont tous ces acteurs, tous ces intermédiaires-là permettent vraiment de faciliter le lien parce que ce n'est pas toujours facile pour un porteur de projet d'avoir accès à des financeurs. Mais ils sont vraiment là pour faciliter les transactions, alors que la réelle interaction se fait entre le développeur de projet, doit se faire en tout cas entre le développeur de projet et le client final de la compensation. Ensuite, en haut à droite de l'image, vous revoyez la question des labels carbone, des auditeurs carbone et de consultants qui permettent encore une fois de faciliter la certification pour les développeurs et qui interviennent sur tous les aspects techniques de la certification de crédit carbone. Donc aujourd'hui, on a la chance avec nous d'avoir des acteurs assez différents dans cet écosystème, de porteurs de projets en passant par les opérateurs de compensation carbone jusqu'aux clients finaux avec une entreprise. Donc on va pouvoir croiser ensemble toute leur vision et tous les enjeux qu'eux identifient dans la finance carbone selon leur position finalement dans cet écosystème. Alors, Clotilde, on va repasser à la slide suivante qui représente, on repasse à la présentation globale des intervenants.
Donc, je vais voir si Béatrice est revenue. Est-ce qu'on Ouais, a... je suis Oui, revenue. Désolée pour le souci technique. Désolée. Donc, Béatrice Sacco, moi, je suis secrétaire générale chez Marcel. Marcel, on est une plateforme de VTC. Voilà, donc effectivement, nous, on travaille en partenariat avec la Fondation Good Planet qui m'a donc invité à participer au webinaire pour donner du coup notre positionnement. VTC, c'est une plateforme de véhicules avec chauffeur, c'est-à-dire que vous réservez une course et un chauffeur vient pour un déplacement professionnel ou personnel. merci Béatrice. Donc là, avant de dispatcher, on va dire, la parole aux différents intervenants sur différentes thématiques, on voulait aussi vous faire un petit peu intervenir et poser quelques questions à l'ensemble des personnes qui assistent à ce webinaire. Donc, je crois que Clotilde, tu souhaitais nous partager un petit sondage sur Exactement. Je vais vous partager un premier sondage tout de suite. Dites-moi si vous le voyez. Voilà, donc la question ici, c'est de savoir qui parmi vous a déjà été impliqué dans la finance carbone, que ce soit par l'achat ou de la vente de crédit, afin de voir aussi à quel point vous êtes vraiment aussi vous-même dans cet écosystème qu'on vient de présenter. Alors, nous avons une trentaine de votants pour l'instant. Est-ce que vous voyez la rubrique sondage sur mon écran? Non, vous voyez juste le PowerPoint. On voit juste le PowerPoint. D'accord. On va encore attendre 10 petites secondes. 4. Ok, alors je mets fin au sondage et je partage les résultats avec vous. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Super. Lucas, si tu veux commenter. Oui. Donc finalement, on voit que c'est assez hétérogène. On a quasiment autant de personnes qui ont été impliquées dans la finance carbone que de personnes qui n'ont pas été impliquées. Donc on va avoir des retours d'expérience, mais aussi des personnes du coup, qui sont sûrement preneuses des avis de nos intervenants pour mieux comprendre ce que c'est que la finance carbone. Ou alors on verra aussi peut-être tout à l'heure que les personnes qui ne sont pas impliquées dans la finance carbone ne le sont pas de manière juste volontaire parce qu'il y a des freins ou des limites qu'ils aperçoivent et qui les retient de participer à la finance carbone. On aura aussi l'occasion d'en discuter. Je ne sais plus si ça a été dit dans le début, mais n'hésitez pas. Donc là, on va avoir un format qui sera plutôt sous forme de table ronde avec des interventions de nos différents participants. Mais ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions, vous, dans le chat. Et ensuite, on essaiera de les regrouper par thématique et de les poser. On a prévu un temps d'échange et de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais donner enfin la parole à nos intervenants et intervenantes. En commençant sur une note positive, déjà, suite à la présentation du coup de la finance carbone et de la compensation carbone, quels sont pour vous, et je vais commencer par Mathieu qui est avec Good Planet, quels sont pour vous les avantages de la finance carbone pour les différents types d'acteurs? De votre expérience, qu'est-ce que ça apporte finalement aux personnes qui participent à la finance carbone? Merci Lucas. Du coup, je ferai peut-être un point en fonction du type d'acteur justement. Donc peut-être dans un premier temps en termes de porteurs de projets, donc qui sont les ONG ou les entreprises sociales ou en tout cas tout acteur qui est amené à développer un projet. La finance carbone a comme intérêt, en fonction aussi je dirais du partenariat qu'il a avec l'acteur financier qui le soutient. Mais généralement, ça permet un engagement financier sur le moyen et le long terme, puisque on a ce qu'on appelle des périodes d'accréditation. Donc, il faut savoir qu'un projet de finance carbone, pour qu'il puisse être labellisé, il va être accrédité sur un certain nombre d'années. Donc, par exemple, si on fait du biogaz ou si on fait de la cuisson améliorée, eh bien, on va avoir une période d'accréditation permettant la génération de crédit carbone sur un certain nombre d'années. Et en tout cas, si on parle des projets qu'on appelle d'émissions évitées, donc c'est des projets énergie par exemple, ou des projets de valorisation des déchets, on est sur des périodes d'accréditation, si on prend le label Gold Standard, de 5 ans, renouvelable 2 fois. Donc c'est-à-dire que c'est un projet qui peut aller de 5 à 15 ans. Et donc pour l'acteur de terrain, ça permet, si le soutien financier est acté sur cette période d'accréditation, ça donne une sécurité financière pour le porteur de projet.
il y a beaucoup de choses à vérifier pour avoir cette sécurité financière, à la fois le coût du crédit, effectivement l'engagement sur le terme de l'entreprise ou de l'organisation. Mais voilà. Donc ça c'est un avantage certain. Un autre avantage, c'est la mesure précise en fait de l'impact climat d'une entreprise, d'un projet, sur le terrain, et donc de son impact bénéfique et positif sur le climat, soit en termes de séquestration, soit en termes de réduction d'émissions, puisque beaucoup de calculs sont effectués pour arriver en fait au tonnage de gaz à effet de serre évité ou séquestré, soit par une technologie, soit par de la plantation, soit par de la restauration de terre, soit par de la régénération. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'apport de finance carbone peut permettre, par exemple, à un porteur de projet d'équilibrer un modèle économique. Je prends l'exemple de projets sur lesquels nous on est investis, qui sont des projets de valorisation des déchets, où on travaille avec des acteurs sur le terrain qui ont des plateformes de tri, de valorisation. Et en fait, le modèle financier n'est pas encore, je dirais, équilibré, puisque, par exemple, la vente de produits issus de cette activité est encore pas suffisant pour couvrir les coûts. Et donc, la finance carbone permet de faire ce travail d'équilibre et dans des projets d'arriver à cet équilibre financier. Donc, voilà, ça c'est un petit peu pour les porteurs de projets, je dirais, un peu au premier chef. Et après, pour les entreprises, je laisserai peut-être Béatrice en parler, mais de mon point de vue, il y a pour les entreprises qui ne sont absolument pas familiarisées avec le carbone, donc après une démarche de mesure et un travail de réduction à travers une trajectoire, ça permet également de donner une indication sur le prix du carbone. C'est-à-dire que si le coût du crédit est bien positionné, qu'il n'est pas au rabais et que ce n'est pas un crédit au moins 10 ans inférieur à 5 euros qui du coup donne quand même un mauvais indice prix, eh bien ça peut en tout cas à l'entreprise, puisque la finance carbone, l'entreprise, ça n'est pas défiscalisable, ce n'est pas comme du mécénat, donc c'est quand même un engagement financier très important pour l'entreprise. Si elle le fait sur des volumes importants, ça donne un coût du crédit et parfois ça peut permettre de démarrer une sorte de comptabilité carbone interne pour certaines entreprises. Donc, il y a des boîtes qui se sont mis à faire à créer un coût interne du carbone, par exemple, à la suite de projets de finance carbone soutenus. Voilà. Et puis après, ça permet aussi d'aller au-delà d'un engagement climat déjà présent dans l'entreprise, donc à travers une mesure exhaustive, une réduction exhaustive, si tant est qu'elle soit là, ça c'est important. Et voilà, ça permet d'avoir cette démarche un peu, je dirais, exemplaire au-delà de sa chaîne de valeur, en fait. Voilà, donc c'est mon premier point. Peut-être, je ne sais pas. Merci Mathieu pour ces premiers éléments. Du coup, justement, si tu évoquais les avantages pour les entreprises, on va tout de suite donner la parole à Béatrice, elle est en plein dedans et elle va pouvoir nous donner son avis sur la question. Effectivement, Marcel, on est vraiment engagé dans une compensation volontaire parce que l'ADN de Marcel, c'était de servir une mobilité durable. On est un acteur du VTC, donc forcément, on a nos chauffeurs qui roulent dans des véhicules qui ne sont pas toujours électriques ou hybrides. Et donc forcément, c'était un vrai enjeu pour Marcel. Et donc nous, on a voulu s'inscrire dans une démarche RSE qui a du sens. On ne voulait pas... Voilà, on voulait vraiment contribuer et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la Fondation Good Planet pour prendre part à des projets, mais en étant dans une démarche globale, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir mesurer quelles sont les émissions de CO2 de nos chauffeurs lorsqu'ils réalisent des courses. Ça permet à nos clients aussi de savoir quelles sont les émissions générées lorsqu'ils réservent une course. Ça permet aussi de notre côté de se dire, voilà, on veut aller plus loin. Donc, est-ce qu'on va s'inscrire aussi dans des actions de réduction avant de compenser? Et donc, c'est ce qu'on a mis en place chez Marcel, et de pouvoir être accompagné par la Fondation Good Planet, c'est un réel intérêt pour nous, et notamment pour nos collaborateurs, parce que s'ils viennent chez Marcel, c'est pour prendre part à ce projet-là. Donc, pour moi, l'avantage est surtout celui-là, et c'est de donner un peu du concret à notre démarche. Voilà ce que je pourrais compléter par rapport à ce que Mathieu a déjà exprimé sur l'intérêt pour les entreprises. Ok, merci. Donc, c'est très clair de la part de vous deux pour les avantages. Mais du coup, tout de suite, pour commencer un petit peu à voir l'autre côté de la pièce, finalement, on voit qu'il y a des avantages, mais il doit y avoir aussi quand même beaucoup de défis de mise en œuvre pour arriver à ces avantages, que ça ne doit pas être non plus tout facile d'accéder à la finance carbone et d'avoir... c'est pas automatiquement.
Du coup, je vais recommencer aussi par Mathieu pour quelques propos un peu introductifs avant qu'on s'intéresse vraiment au cas particulier des projets forestiers. Et Mathieu, quels sont pour toi les défis qui s'appliquent pour les porteurs de projets? Oui, alors je vais parler là, pas tant des projets de séquestration, parce que du coup, je pense qu'Amandine, tu pourras davantage en parler par la suite, mais plutôt des projets qu'on appelle d'émissions évitées. C'est-à-dire que ce pas des projets qui ont un intérêt climat lié à une amélioration d'un puits de carbone, de la santé d'un puits de carbone, mais plutôt sur généralement un usage qui permet de, après cet usage-là, être plus vertueux avec le projet qu'avant. Donc là, par exemple, sur des projets énergie, donc amélioration de la cuisson, obtention d'eau potable, enfin voilà, qui sont vraiment des usages permettant de réduire les émissions. Les défis, ils sont nombreux, ce qui rend ce marché complexe. Déjà, c'est un marché qui est complexe. Donc, il y a des barrières à l'entrée liées aux compétences, en fait, déjà. C'est-à-dire que les organisations, et je parle en particulier pour les organisations de terrain, on travaille de plus en plus pour outiller les organisations de terrain avec une autonomisation sur ces questions. Donc, ça veut dire comment calculer le carbone, avoir une vision aussi sectorielle par rapport aux enjeux d'accès à l'énergie liés au climat, des connaissances des méthodologies. Donc, nous, par exemple, on a des personnes qui font que ça au jour le jour. Donc, c'est sûr que ça coûte effectivement de l'argent, qui est répercuté aussi sur du coup, le projet et le coût final de la tonne. Donc, il y a des barrières à l'entrée liées aux compétences. Il y a des barrières à l'entrée aussi pour la taille des projets. Donc, effectivement, on a des méthodologies qui sont souvent calibrées pour des projets où il y a des coûts associés au projet. Il faut des coûts pour monter le projet, il faut des coûts pour le certifier, il faut des coûts ensuite à chaque crédit carbone qui est labellisé, il y a des coûts derrière. Donc, ce qui fait qu'il y a des barrières à l'entrée aussi pour les petits projets qui, généralement, peuvent émettre moins de 1000 tonnes par an, de crédit carbone par an. Et nous, on a des projets qui sont, par exemple, à 500, 600, 700 tonnes par an d'émissions évitées. Bon, on sait qu'on prend, par exemple, sur la rentabilité interne, c'est-à-dire qu'on travaille à perte sur ces projets-là, mais quelque part, on pense que c'est aussi vertueux de pouvoir travailler avec des petits projets dans le temps, parce que tous les bons projets ne sont pas que des gros projets, parce qu'il y a des technologies qui peuvent être testées à ce moment-là, des méthodologies qui peuvent être testées, enfin voilà, tout n'est pas que dans les gros projets non plus. Dans les autres défis, c'est les engagements financiers aussi, sur le temps d'engagement, parce que c'est effectivement d'avoir des entreprises comme Marcel qui nous suivent depuis 3 ans, c'est super, mais ça ne court pas les rues. Donc, c'est aussi important d'avoir des boîtes et des entreprises qui ne sont pas juste sur du one-shot et d'avoir du coup un engagement sur long terme pour que nos partenaires de terrain puissent eux aussi bénéficier de ce financement sur long terme, c'est important. Je pense aussi le défi, c'est lié au rôle des intermédiaires. Et comment est-ce que les intermédiaires aujourd'hui apportent du crédit en fait à, par exemple, le type de projet qu'ils veulent sélectionner et le type d'impact. Je prends l'exemple effectivement de projet énergie. C'est dans quelle mesure est-ce qu'un intermédiaire, par exemple, va participer à la construction d'un projet d'accès à l'énergie, où il y a des questions aussi importantes que est-ce que ce projet d'accès à l'énergie favorise une filière? Est-ce que la filière est autonome? Est-ce que les acteurs sont autonomisés? Est-ce que, par exemple, quand on fait de la maintenance sur un projet de biogaz ou XYZ, eh bien, on a un réseau de maçons qui est bien identifié sur le terrain. Donc, en fait, je pense que l'intermédiaire, également par rapport aux partenaires de terrain, en fait, a un rôle à jouer, qui a un rôle un peu d'assistance technique, mais qui est de dire, en fait, on n'intervient pas que sur un process de vente, on intervient aussi sur, je dirais, le côté vertueux d'un projet, sa dimension éthique et sa dimension aussi de co-bénéfice, comme tu le disais, Lucas, sur un projet qui va au-delà de la partie client. Si je prends aussi des projets de régénération ou des projets, par exemple, de plantation, donc là, c'est pour parler un petit peu de ces projets-là, mais c'est sur le type d'essence, enfin voilà, ça a un impact sur pas mal de choses. Et si je parle aussi d'un point de vue de la stabilité de la zone de projet, ça c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on est sur des projets qui parfois durent 10 ans, 15 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'engager sur des zones où on est, par exemple, en guerre, où il y a une difficulté politique. Et nous, ça nous est arrivé effectivement d'arrêter certains projets parce qu'on est dans des zones de conflit où il faut toujours pouvoir aller sur le terrain pour aller faire des audits, pour aller voir les acteurs. Pour des projets, il faut assurer la permanence, donc il ne faut pas non plus qu'on détruise le projet pour raison XY. Donc tout ça fait que la stabilité aussi de la zone de projet est clé et il ne peut pas être mise de côté, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un marché qui finalement
angle de fait les projets. Même sur les technologies, les projets d'accès à l'énergie, on aura relativement peu de projets de compensation carbone sur l'électricité, par exemple, sur des projets de génération d'électricité, parce que c'est des projets qui ont un impact climat plus réduit, par exemple, que des projets de cuisson ou des projets de génération d'eau potable, qui, eux, ont un gain carbone beaucoup plus important. Donc, inclure des co-bénéfices, par exemple, ou inclure des projets qui ne vont pas naturellement dans ce cadre, a un impact immédiat qui est l'augmentation du coût de ce crédit. Et donc, c'est pour ça qu'on a des crédits qui peuvent être beaucoup plus chers aussi, parce que moins de génération de crédit et également plein de co-bénéfices supplémentaires qui coûtent plus d'argent. Voilà. Donc, ça, ce serait ce que j'ai à dire avant de passer la parole à mes autres amis. Merci Mathieu. Merci, c'est très complet. Et puis on reviendra aussi un petit peu juste après sur qu'est-ce que Good peut proposer pour justement accompagner et surmonter ces freins-là. Mais déjà pour s'orienter un petit peu plus spécifiquement maintenant sur la thématique de la forêt et du reboisement, je vais passer la parole à Camille pour rebuter un trop sur les défis finalement spécifiques à ces types de projets, notamment au travers les défis qui ont été identifiés par le travail d'All for Trees sur la thématique. Ouais. Merci beaucoup Lucas et merci beaucoup Mathieu. C'était effectivement extrêmement complet déjà. Donc il y en a certains qui sont assez similaires en fait, qui sont observables aussi dans le cas des projets forestiers, notamment la question de la permanence, mais je vais y revenir un petit peu. Donc effectivement, là, les défis que je vais vous soulever, c'est des défis qui ont été identifiés par le collectif All for Trees, donc un collectif qui rassemble des organisations qui sont porteurs de projets à l'international sur la question de la préservation des forêts, de la lutte contre la déforestation principalement, et aussi du coup sur du reboisement, de la replantation. Donc sur la question du carbone et des forêts, on le voit, il y a un engouement qui est de plus en plus fort. J'ai vu que Renaud l'avait mentionné aussi dans le chat en répondant à une question qui avait été posée sur le fait que c'était un sujet qui avait le vent en poupe depuis notamment le lancement du dernier rapport du GIEC du rapport du GIEC spécial sur les 1,5 degrés et le fait que ces solutions de captation et de séquestration étaient particulièrement mises en avant dans ce rapport puisque c'était une des potentielles solutions proposées par le GIEC qui ne fera pas tout mais qui fait partie de la solution pour limiter le réchauffement à 1,5. Donc, c'est effectivement un sujet qui est aujourd'hui central, mais les projets de reboisement ne sont pas la solution miracle. Et au niveau de la compensation, ils font face à des défis qui sont au nombre de 4 principalement. Donc, tout d'abord, la question de la permanence. Mathieu l'a dit sur les zones de projet où il peut y avoir des conflits. On a ce risque que toute l'action qui a été menée peut être saccagée, peut être détruite sur le temps d'audit et de vérification si on est sur des projets de très long terme, 10-15 ans. Et sur la question de la forêt, c'est pareil. Aucune forêt ne peut se prémunir totalement du risque d'incendie. Aucune forêt ne peut se prémunir totalement du risque de maladie aussi. Donc, si on est sur des zones qui sont totalement reforestées, il peut très bien subvenir des problématiques qui vont impacter la forêt et qui vont remettre en cause la permanence des crédits qui sont séquestrés, des émissions qui sont séquestrées par cette zone forestière. Donc la question de la permanence est vraiment centrale. Le second gros défi auquel font face ces projets-là, c'est notamment la précision de la mesure du potentiel de captation des différentes essences. Aujourd'hui, pour faire ça, on se base principalement sur des équations allométriques, donc qui sont des modèles d'estimation de ces potentiels de captation. Or, comme tout modèle, ces équations font face à des biais statistiques classiques, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des imprécisions dans ces estimations et elles sont estimées au regard des travaux qu'a conduit All for Trees avec d'autres porteurs de projets spécialistes de ces questions forestières. Elles sont estimées autour de 20 à 30% de pourcentage d'erreur, de marge d'erreur sur les projets de captation, ce qui veut dire qu'il y a là quand même un défi assez fort sur ce qu'on peut effectivement mettre en avant comme potentiel de séquestration des différentes essences et des forêts. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, c'est la question de la valorisation de la forêt. Aujourd'hui, le marché carbone volontaire, le prix à la tonne moyen, il est très très faible aujourd'hui. On est autour de 4 à 5 $, je crois, si je dis pas de bêtises, alors que ce prix-là, en fait, aujourd'hui, ne permet pas du tout de garantir que ces forêts puissent être réellement valorisées pour leur potentiel de séquestration. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un
désavantage dans l'analyse coût-bénéfice entre l'exploitation de la forêt ou sa préservation. Donc ça, c'est un troisième défi majeur parce que du coup, ça s'avère aussi remettre en question la permanence. C'est-à-dire qu'au moment où on va se trouver confronté à l'exploitation de la forêt pour des questions soit économiques, soit même vivrières, du coup, il y a de très grandes chances que cette permanence soit remise en cause. Et enfin, le dernier défi identifié, c'est la question de la temporalité. La question de la temporalité qui fait qu'aujourd'hui, dans la logique de construction, pas mal d'acteurs cherchent à compenser une émission émise à un instant T et vont le faire par de la plantation à un instant T. Le problème, c'est que cette plantation ne va pas avoir un potentiel de captation à l'instant T. Il va falloir un certain temps avant que la croissance des différentes essences permette d'effectivement séquestrer ces émissions. Donc, du coup, on crée un décalage. Or, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que l'urgence climatique aujourd'hui, elle est tellement prégnante qu'on n'a plus ce temps-là de décalage. On ne peut plus se permettre ça. Donc, tout miser sur la question de la séquestration aujourd'hui, ça pose un énorme défi puisque du coup, essayer de répondre à un problème aussi complexe que les dérèglements climatiques avec une solution aussi simple que je vais planter un peuplier quelque part, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un des énormes défis aussi auxquels font face ces projets-là. Mais je vais aussi, je te laisse, Lucas, peut-être donner la parole à Amandine pour vous donner un regard plus précis aussi sur une expérience terrain. Voilà, Camille a fait parfaitement la transition. Amandine, je te laisse enchaîner avec votre expérience concrète. Alors effectivement, Planète Urgence, c'est une association qui existe depuis 20 ans. Et donc, ce qui était en haut à gauche de ce que Lucas a présenté sur les potentiels porteurs de projets. On a lancé en 2006 Urgence Climat et c'était des projets qui visaient à renforcer des écosystèmes, notamment des écosystèmes forestiers. On a démarré sur l'Indonésie et on travaille sur d'autres zones vulnérables comme le bassin du Congo au Cameroun ou Madagascar. Et à chaque fois, ces projets-là, ils intègrent effectivement une partie de reboisement, mais aussi de préservation de la biodiversité et de travail avec les populations locales. Et on a eu beaucoup de demandes qui sont arrivées ces 2 dernières années. Et je crois que c'est le cas aussi du côté de Mathieu chez Good Planet, d'entreprises nous demandant de faire de la compensation à travers nos projets de reforestation et restauration des écosystèmes. Et donc, on a regardé ce qui était possible et on a, nous, un exemple très pragmatique et je vais passer par là parce que je pense qu'on a eu toute la partie analyse qu'on a travaillé dans All for Trees avec Camille, mais d'un point de vue très pragmatique, on a regardé ce que ça pouvait donner en faisant une étude de faisabilité sur un projet mangrove. Donc, la mangrove, l'intérêt, c'est que ça va limiter le risque de feu et d'incendie qui va être de plus en plus prégnant dans les années à venir avec le changement climatique. Et c'était un projet qu'on avait déjà piloté, sur lequel on avait l'intention de faire un passage à l'échelle. Et donc, on a fait cette étude de faisabilité. Il en ressort qu'effectivement, c'est une vraie opportunité de financement des projets pour les porteurs de projets. Après, il y a des points d'attention qui sont non négligeables et sur lesquels qui vont nous demander une attention particulière dans la mise en place et qui nous mettront toujours sur de l'incertitude en tant qu'organisation. Donc moi, j'en ai défini 3. Le premier, c'est effectivement la taille dont on parlait tout à l'heure. Un bon projet, pour qu'il soit fait de façon ultra qualitative, doit prendre en compte de façon complètement intégrée toutes les dynamiques locales. Il doit travailler avec les villageois, les chefs villageois, avec les différents groupes ethniques. Il doit être capable de comprendre la biodiversité très localisée et les interactions qu'il peut y avoir, les passages de corridors de biodiversité, etc. Donc, plus on a un projet qui va être grand, plus ces interactions-là vont être complexes à identifier et donc à bien gérer. Or, quand on va chercher de la finance carbone, on a des coûts d'entrée de certification qui sont gigantesques. Là, on parle sur le projet entre 500 000 et 1 500 000 sur le coût global de certification. C'est massif et ça, ce sont des coûts qui pourraient aller directement sur nos projets. Et donc, il y a toujours quelque chose aussi de frustrant quand on est porteur de projet de dire mince, 1 500 000 euros pour aller sur des audits et de la certification. Et donc, ce coût qui est non négligeable, en plus, il va nous pousser, si on doit aller sur cette certification, à faire des très gros projets pour que le coût de la tonne de carbone ne se retrouve pas à du 100 ou 150 euros la tonne. Donc, il faut être à minima 1 000 hectares.
idéalement 5 000 hectares pour qu'il y ait un coût encore plus rentable. Et donc, d'un point de vue purement qualitatif des projets, je pense que c'est un énorme défi de mise en place. Le deuxième, pour moi, c'est la permanence, et c'est ce que disait Mathieu sur la dissonance entre, et Camille aussi, sur la dissonance entre le temps court des besoins de marché et le temps long de la pousse des arbres et du développement des projets. Ce que tu disais, je crois, Mathieu, c'était 5 ans sur l'énergie, et c'est pour ça d'ailleurs que la compensation s'est d'abord développée autour de l'énergie en termes de taille de marché. Sur la partie forestière, là, on est sur un engagement à 30 ans. Et dans 30 ans, ni vous, ni moi ne savons ce qui va se passer dans le monde avec cette année Covid qu'on a vécue, avec la zone d'incertitude dans laquelle on vit. Je pense que c'est aussi le monde de demain. Et donc, se projeter sur 30 ans, c'est un vrai challenge pour le projet et pour la qualité du projet et du suivi. Et puis, le troisième défi pour moi, de façon très pragmatique, c'est vraiment l'éligibilité des zones de plantation. Donc, là, on a eu un consultant, donc c'était une des bulles qui avait à droite de ce que Lucas a présenté, qui a fait l'étude de faisabilité. Et donc, il a regardé toutes les zones qui étaient éligibles. Mais quand on parle d'un projet forestier qui doit être certifié, il faut que les 10 dernières années du projet, il n'y ait pas eu de dégradation de l'espace forestier. Donc, le côté positif, c'est qu'il ne va pas y avoir de déforestation, dégradation pour pouvoir financer des projets certifiés, donc ça c'est bien. Mais le côté négatif, c'est qu'on va avoir en fait des confettis de plein de zones de projets en fonction des zones d'éligibilité. Donc, ça veut dire que ça pousse les responsables de projets à avoir des projets qui ne sont pas complets sur un territoire, mais qui vont travailler par confetti. Voilà. Et ça, c'est dommage parce que, pareil, quand on va avoir un impact, on ne peut pas se couper de zones plus complètes. Il faut pouvoir travailler sur des territoires globaux. Donc, je pense que la compensation, comme disaient Béatrice et Mathieu, peut avoir plein d'avantages pour les entreprises et dans certaines thématiques et dans certains contextes, ça peut fonctionner. Et peut-être que nous, on va réussir à faire un projet mangrove qualitatif avec un prix élevé et on va pouvoir travailler avec une entreprise et s'aligner sur le contexte et les conditions de succès. Mais dans la mise en œuvre, c'est sacrément compliqué, sacrément cher et je ne sais pas s'il faut vraiment qu'on aille sur la certification. On en parlera juste après. Ok, merci Amandine pour ça. Et du coup, on voit qu'il y a quand même beaucoup de défis, beaucoup de difficultés pour les porteurs de projets. Et donc, tu as commencé à effleurer, et je pense qu'on va vous laisser, Camille et toi, aussi développer sur ce sujet. Au-delà des défis, quelles sont finalement des limites plus larges à la compensation carbone et qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'il faut peut-être aller sur d'autres mécanismes. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en vraiment limite plus globale sur la compensation carbone, notamment en refaisant le lien avec l'enjeu des co-bénéfices dont on a parlé tout à l'heure. Camille, je te laisse peut-être commencer par rapport au travail de la entreprise. Et du coup, à nouveau, ça va être vraiment en lien avec la spécificité des projets forestiers, parce que du coup, les principales limites, Mathieu les a quand même assez bien décrites. Sur la question des projets forestiers, il y a vraiment deux vraiment principales limites qui sont la question du retour sur l'investissement et pour les porteurs de projets et la question de l'incohérence avec les impacts qu'on va rechercher sur le terrain. Donc, pour revenir au premier, ça fait déjà écho à ce que j'ai présenté en tant que défi, mais en fait aujourd'hui, on a une énorme problématique autour de la question de la certification carbone des projets pour les porteurs de projets de préservation et de restauration des forêts, parce que, comme ça a déjà été mentionné, les coûts engendrés par la certification pour des crédits, ils sont très importants. Or, ces porteurs de projets ont très rarement une visibilité claire sur la possibilité ou non de vendre les crédits carbone qui vont être réalisés. Et quand ils en ont la garantie, ce que je disais tout à l'heure sur la question du prix, généralement aujourd'hui, donc les estimations pour les projets forestiers tendent à 4 ou 5 dollars la tonne, ce qui veut dire que ça va très peu couvrir l'ensemble des coûts qui ont été nécessaires pour faire de la certification, pour montrer la qualité et pour du coup garantir ces estimations sur l'ensemble des critères qui sont nécessaires pour les atteindre. Donc vraiment, cette question du problème de retour sur l'investissement, il est central en termes de limite de la compensation pour les projets forestiers. Donc, il y a une étude aujourd'hui qui est sortie en 2021 d'un auteur qui s'appelle Co, qui montre qu'au niveau mondial, pour atteindre une préservation de 80% des sites carbone
investissables en zone tropicale, il faudrait atteindre une tarification carbone à près de 44 dollars la tonne. Donc 44 versus 4 dollars, enfin à peu près 4 à 5 dollars aujourd'hui, on est encore très loin et il y a un chemin assez énorme à parcourir là-dessus. Donc une solution potentielle serait éventuellement justement de réfléchir aux questions d'incitation à fixer des prix internes du carbone dans les entreprises, par exemple, et de s'engager en tout cas sur des prix qui permettent aux porteurs de projets de se garantir une certaine rentabilité et d'avoir une visibilité sur la capacité de vendre ces crédits. Ça, c'est vraiment le premier problème, la question du retour sur investissement. Et le second, qui fait écho à ce que tu viens de dire, Lucas, aussi, c'est la question de l'incohérence avec les impacts réellement qui sont recherchés sur le terrain. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des projets de séquestration à visée carbone uniquement, les standards de certification qui existent vont considérer le reste des bénéfices d'un projet forêt comme des co-bénéfices. Les impacts, on va dire, et des impacts écosystémiques, les impacts socio-économiques, ce ne va être que des co-bénéfices. Or, la plupart des porteurs de projets qui sont engagés sur des projets de préservation, de restauration ou même de reboisement sont des opérateurs qui, eux, considèrent les tonnes, enfin, la séquestration comme un co-bénéfice des projets. Pour eux, ce n'est pas cet indicateur-là qui est au cœur de l'action. Ce n'est pas avec cet indicateur qu'on va évaluer si un projet forestier est pertinent. Une forêt, ce n'est pas uniquement un puits de carbone. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment défendu aujourd'hui par les acteurs de ce secteur, c'est qu'il faut le repenser autrement. Or, du coup, ce n'est pas ce que permettent de faire les standards aujourd'hui. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une seconde limite importante, puisque du coup, ça va pas du tout permettre un développement de projets de qualité sur le terrain. Donc ça, c'est les deux limites. Je ne sais pas si, Amandine, tu vas en rajouter quelque chose là-dessus. Peut-être qu'on peut prendre juste un exemple, en fait. Oui, bien sûr. Si on prend un projet sur Madagascar, la déforestation massive à Madagascar, elle est liée au bois énergie et à la coupe du coup de bois pour des besoins de cuisson notamment. Et donc du coup, l'enjeu, c'est certes de planter des arbres, mais c'est surtout d'éviter la déforestation. Et pour éviter la déforestation, ça veut dire accompagner les populations locales sur des nouvelles pratiques, sur des nouvelles filières. C'est accompagner aussi sur la gouvernance territoriale, donc l'utilisation des terres, en fait. Qui a le droit d'utiliser quelle terre pour en faire quoi. Et puis, c'est aussi faire le lien entre la biodiversité locale avec des espèces en voie d'extinction de plus en plus nombreuses sur Madagascar. Il faut savoir qu'à Madagascar, si on ne fait rien, dans 20 ans, il n'y a plus de forêt. Avec le rythme de déforestation actuel. Or, c'est un lieu de biodiversité extraordinaire avec beaucoup d'espèces endémiques donc qui n'existent qu'à Madagascar, qui viennent de Madagascar, qui n'existent que là. Et donc, du coup, quand on parle d'un projet, on ne parle surtout pas que d'un arbre, on parle de tout ce qu'il y a autour et qu'il faut préserver. Et donc, ça fait le lien avec les objectifs de développement durable. On va agir sur 4, 5, 10 objectifs parfois sur certains projets. Et ça, c'est absolument pas mis en valeur, c'est pas du tout intégré dans la finance carbone aujourd'hui. Et c'est bien dommage, parce qu'au-delà de l'atténuation, je pense que l'enjeu climatique, il est aussi sur l'adaptation au changement climatique. Quand on plante des mangroves, on va faire des barrières aux catastrophes naturelles. Quand on va replanter des forêts, on va permettre de travailler aussi à côté sur du maraîchage, adapté au changement climatique. C'est ce qu'on appelle aussi l'agroforesterie, mais je vais très vite. Mais voilà, il faut qu'on ait en tête que atténuer, c'est bien, adapter, c'est aussi essentiel, et puis permettre la résistance de la biodiversité, la résistance en local des populations locales et leur résilience, c'est extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Amandine. Et merci du coup à tous les deux pour ces éléments. Et je propose qu'on vous redonne un petit peu, pas encore tout de suite la parole, mais en tout cas qu'on vous redemande votre avis. Justement, suite à ce qui a été dit là, je vais laisser Clotilde poser une nouvelle question sur vos perceptions des limites de la finance carbone. Oui, on aimerait bien récolter vos avis à ce sujet. Alors, je vais partager une nouvelle question. Allez-y, vous pouvez répondre à la question: quelle est pour vous la principale limite de la finance carbone pour les projets forêts? J'en profite aussi pour rebondir à un commentaire de Renaud Bétain sur le chat
qui nous demandait de rappeler aussi justement comment comment on fixait le prix à une tonne de crédit carbone. Parce qu'en effet, on a parlé de prix différents pour certains projets, notamment dans le chat, il y a eu un petit débat. Et il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de coûts différents qui rentrent dans le montage du projet. Donc, en fait, dans le prix final d'une tonne, va être retranscrit à la fois les coûts de certification, les coûts de mise en place du projet, le fait que le projet ait accès, oui ou non, à des revenus supplémentaires, à des revenus par la vente de produits, etc. Et donc, en fait, toutes ces caractéristiques propres au projet viennent définir le prix de la tonne. Parce qu'ensuite, l'objectif, c'est vraiment que le prix auquel le projet vend les crédits puisse couvrir tous ces coûts. Et le problème aujourd'hui, c'est que en fait, voilà, pour certains projets, comme l'a évoqué Amandine, pour que ça vienne couvrir ces coûts, ça pourrait monter à des centaines d'euros, finalement, le coût d'une tonne de CO2. Donc aujourd'hui, l'équilibre, c'est pour ça qu'on a des prix qui diffèrent beaucoup. C'est pour ça que des fois, on a une incompréhension et un manque de visibilité sur le prix d'une tonne de CO2 au niveau de la compensation carbone. Et donc, c'est aussi un enjeu à régler pour que des projets qui ont des co-bénéfices puissent voir le jour. Merci Lucas. Je vais partager avec vous les résultats du sondage. Voilà. Donc, voilà. On voit que finalement, le premier frein, première limite pour les participants, ça serait donc la complexité. C'est vrai qu'on a quand même mis en avant beaucoup de complexité par nos intervenants sur la finance carbone et une incohérence avec les enjeux climatiques et environnementaux qui arrivent en second. Et je pense que là, ça peut être aussi intéressant pour commenter ça, de passer du point de vue aussi du financeur pour voir quelles sont les limites, en tout cas les défis, qui identifient aussi les difficultés identifiées par des financeurs, notamment justement sur cet aspect de cohérence avec les enjeux climatiques, de greenwashing. En tout cas pour vous, à Marcel, Béatrice, quelles ont été les difficultés de vous engager dans cette démarche de finance carbone? Je me suis posé la question justement lorsque j'ai été invitée au webinaire. Moi, je vois plusieurs difficultés, notamment chez Marcel, les questions qu'on s'est posées lorsqu'on a décidé de s'inscrire dans notre démarche de compensation volontaire. Déjà, c'était de comprendre qu'est-ce que la finance carbone. Effectivement, c'est quoi les enjeux, comment chez nous on va calculer nos émissions de CO2, quels projets on va vouloir financer par rapport justement à nos émissions. C'est aussi de se dire compenser c'est bien, mais comment on peut s'organiser s'inscrire dans une démarche durable en réduisant en amont déjà nos émissions de CO2 et ce qu'on ne peut pas réduire, parce qu'on reste quand même nous dans une activité où on ne peut pas réduire ou supprimer toutes nos émissions. Nos chauffeurs ne roulent pas tous en électrique ou en hybride, même si on les incite, même si on a été l'un des premiers à proposer des véhicules électriques dans le domaine du VTC. Mais voilà, c'est comment on va se faire dans une démarche globale. Ensuite, pour nous, c'était surtout englober aussi tous nos collaborateurs et nos clients dans cette démarche-là. C'est comment on va sensibiliser, comment on va vulgariser, encore une fois, pour que tout le monde comprenne et que ce soit à la portée de tout le monde. Et ça, c'était quand même un sacré enjeu et c'est aussi important d'être accompagné. C'est pourquoi vraiment l'appui de la Fondation Good Planet, c'est intéressant. Ils sont déplacés chez nous pour sensibiliser nos collaborateurs, pour expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, ça met du temps, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre rapidement en place. Il faut une vraie réflexion globale derrière. Il faut aussi se demander comment on suit ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc il faut toujours se remettre un peu en question tous les ans en se disant l'année dernière on a compensé X tonnes. Cette année, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on veut aller au-delà de ce qu'on a déjà fait? Est-ce qu'on veut prendre part au même projet? Et donc c'est vraiment une démarche très intéressante. Chez Marcel, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais il ne faut pas oublier qu'il faut s'inscrire dans une démarche globale. Sinon, je pense que ça dénature un peu le projet et ce qu'on souhaite faire avec la Fondation. Merci Béatrice. Et Mathieu, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, justement, sur qu'est-ce que vous proposez comme aide pour les entreprises pour passer ces défis, et si justement les défis que Béatrice a évoqués sont communs à toutes les entreprises ou s'il y en a d'autres qui peuvent ressortir? Je dirais sur les défis liés vraiment effectivement à la partie financement et à l'accompagnement des entreprises. Souvent il y a je dirais de moins en moins, mais des entreprises qui effectivement viennent avec avant tout un besoin lié à la compensation.
qui nous effectivement nous précisent qu'elles veulent compenser sans forcer, dans une démarche un peu hors sol. Donc l'objectif étant d'enraciner ça et de voir si c'est trop tôt, si c'est pertinent, si c'est au contraire pas du tout par là où il faut passer au début. Et donc, nous, aujourd'hui, on a à peu près un cas sur deux où on leur dit, en fait, ça ne le fera pas, c'est pas possible, ou parce que la mesure n'a pas été faite, ou que la réduction n'a pas démarré, qu'il n'y a pas de trajectoire. Enfin, voilà. Donc, à peu près un cas sur deux aujourd'hui d'entreprise, on leur suggère ou on les accompagne sur la partie mesure et accompagnement à la réduction, ou auprès d'autres entreprises qui peuvent le faire parfois mieux que nous sur certains secteurs. Et après, je dirais le deuxième enjeu, c'est sur la manière de communiquer. Ça, c'est, je pense, une chose qui nous distingue vraiment d'autres opérateurs, mais c'est le travail, le temps passé à checker la com des entreprises. On relie systématiquement toutes les claims. On adapte, on revoit tous les vocables pour qu'en fait, on soit vraiment sur de la contribution. Là, je vois Renaud qui, effectivement, a totalement participé à l'établissement de ce vocable. Aujourd'hui, nous, on s'y tient. On essaye vraiment de porter ces messages liés à la contribution à la neutralité carbone, qui pour nous est vraiment intéressant parce qu'elle recentre vraiment la finance carbone là où elle doit être, c'est-à-dire non pas une vision où l'entreprise est neutre, mais où elle participe à une neutralité globale, territoriale ou nationale. Mais ça, c'est compliqué parce qu'en vrai, les entreprises, parfois, ne comprennent pas, donc il faut prendre vachement de temps à expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de cette manière-là, comment est-ce qu'on replace l'entreprise dans un contexte global et d'expliquer un peu ce qu'est la neutralité carbone en général. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours sur la communication finale avant qu'elle soit validée. Et après, il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais je pense que le temps passé vraiment à l'accompagnement dans la stratégie climat et dans la communication, elle est clé, sans quoi, effectivement, l'investissement sur ces projets n'est pas non plus durable et partagé, quoi, en fait. Voilà. Merci Mathieu pour ces compléments et aussi cette ouverture à la notion de contribution carbone, en effet, qui se développe beaucoup. Je propose on a vu globalement pas mal de limites à la compensation carbone, avec aussi des moyens d'aller plus loin et de lever ces limites, mais on pourrait aussi s'écarter un petit peu de ce concept de compensation, de contribution ou compensation carbone, en tout cas de l'achat de crédit classique, en essayant d'imaginer ensemble des alternatives possibles. Je sais que Olfortrees, Amandine, Mathieu, vous avez tous un petit peu réfléchi aussi à comment faire évoluer la finance carbone et comment lui apporter des alternatives pour la rendre plus adaptée aux besoins des entreprises et des porteurs de projets. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Amandine? Quelles alternatives vous avez imaginées à Planète Urgence pour résoudre toutes les limites dont tu viens de nous parler? Alors, je vous rassure, ce n'est pas Planète Urgence qui va réfléchir aux alternatives à la compensation carbone, mais c'est bien un collectif et je crois qu'on est de plus en plus alignés au niveau des acteurs en France. Et je pense que la compensation a fait son temps, mais que l'avenir n'est pas forcément sur la compensation, parce que si on regarde en termes de démarche cohérente, l'enjeu, ce n'est pas une neutralité à un niveau individuel ou organisationnel, c'est vraiment une neutralité à un enjeu planétaire. Et donc, la discussion, c'est comment est-ce qu'on réduit massivement nos émissions. Donc, ça veut dire les mesurer, ça veut dire avoir une trajectoire et les réduire de façon pragmatique, concrète et visible. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on contribue le plus massivement possible en fonction de nos capacités. Cette contribution, elle peut se faire via de la compensation. Et donc, il faut que ça soit une compensation qui soit extrêmement bien cadrée sur des projets qui sont de qualité, avec un niveau, une garantie de qualité dont parlait Mathieu tout à l'heure. Mais elle peut se faire aussi, pour moi, au-delà de la compensation. À partir du moment où on a, dans son organisation, fait son job de réduction d'émissions, et après, ce qu'il faut, c'est pas forcément faire un +1, -1, c'est faire une contribution la plus forte possible, et elle peut se faire de plein de façons. Et je pense qu'il y a une des façons qu'on a trop peu mis de côté aujourd'hui, qui est le mécénat, qui est le don à des associations pour des projets qui ont un impact pour le climat. Quand on finance un projet
qui va porter sur l'adaptation, sur l'atténuation, sur de la mobilisation, qui sont aussi des vocables qui évoluent de plus en plus pour le climat, eh bien, on contribue à l'effort climatique global. Donc, moi, j'invite vraiment chacun et chacune à arrêter de parler de compensation, mais vraiment de contribution. Donc, ça, c'est maintenant un fondamental de dire on va utiliser des crédits certifiés pour pouvoir effectivement contribuer, mais on va aussi utiliser d'autres formats d'engagement des organisations. Ça peut être du mécénat climatique et ça peut être d'autres formats dont j'imagine que Camille et Mathieu peuvent aussi parler. Et que du coup, quand on est une entreprise et qu'on se pose ces questions, on regarde d'abord sur sa propre organisation, puis après on regarde tout ce qui peut exister et ce qui correspond aux envies de l'organisation en termes de contribution en dehors de sa chaîne de valeur. Merci Amandine. Et justement, donc, est-ce que Camille, peut-être sur le travail d'Olfortris dans son groupe de travail, est-ce que tu vas ajouter un petit mot par rapport à ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Amandine, tu as reprécisé énormément de choses, mais pardon, attention, il y a un petit écho, je pense qu'Amandine devrait... Non, c'est Lucas et peut-être Camille si vous êtes dans le même bureau. C'est bon là? Non là, non, ok. Ça passe? Ok. Ouais, bon. Ouais, désolé. Donc du coup, ce que je te disais, c'est qu'Amandine a déjà énormément précisé le sujet. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la question de la conciliation des attentes et des besoins. On a d'un côté des entreprises qui sont dans une démarche de plus en plus fréquente, en tout cas, de mesurer, réduire, contribuer et qui cherchent du coup des partenariats pour financer des projets de qualité. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur ce marché qui ont cette volonté-là. Et de l'autre côté, on a des porteurs de projets qui sont sur une démarche en fait, de faire face à des enjeux de plus en plus impactants, une urgence de plus en plus forte sur la question climatique et sur la question de la préservation des forêts, et qui sont dans une recherche de renforcement sur la mesure des impacts réels des projets forestiers. Quand je dis des impacts réels, c'est des impacts sur la biodiversité, les écosystèmes, sur le renforcement des capacités des écosystèmes à faire face aux dérèglements en cours, et aussi ont comme bénéfice la possibilité de séquestration. Et du coup, l'idée aujourd'hui est vraiment que de cette mesure d'impact de plus en plus précise, on puisse avoir des garanties de projets qui sont de qualité, donc sur un format un peu similaire à ce qui est fait avec la certification, mais sans toute cette lourdeur et cet objectif de marchandisation qui est au cœur de la certification. Et du coup, lorsqu'on aura réussi à concilier ces attentes et ces besoins des porteurs de projets, je pense que ça peut se faire vraiment à travers des partenariats beaucoup plus forts et engageants entre entreprises et porteurs de projets. Et du coup, c'est clairement les démarches dans lesquelles s'engage Olfortris, notamment à travers la constitution d'un groupe de travail multi-acteurs qui a pour vocation de rassembler un certain nombre d'organisations, à la fois des porteurs de projets, à la fois des fondations comme la Fondation Maison du Monde, ou encore des entreprises aussi, et des bureaux d'études et de recherche comme Carbone 4 qui vont réfléchir ensemble au renforcement de la capacité de ces organisations à mesurer leurs impacts, donc à l'élaboration de vrais indicateurs d'impact plus larges que carbone sur les projets forestiers pour répondre à ces enjeux-là. Je pense que c'est important de préciser ça aussi, qu'il y a énormément de démarches qui sont en cours là-dessus. Merci Camille pour nous présenter les démarches qui sont en cours. Et du côté, éventuellement, peut-être que Mathieu et Béatrice peuvent réagir, du côté aussi des entreprises. Est-ce que ces entreprises seraient réceptives à ce genre de nouvelles démarches? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, ou est-ce que finalement, à partir du moment où on s'éloigne de la notion de contribution carbone, d'achat de crédit, est-ce que finalement on perd les entreprises et c'est des choses qui sont trop utopiques? Mathieu, Béatrice, si vous voulez réagir à ça. Je sais pas si Mathieu, tu veux commencer. Oui, Béatrice, vas-y, je t'en prie. Ouais, ok. Alors moi, si je me positionne que du point de vue de Marcel, comme je disais, on cherche à se réinventer et à toujours réfléchir à où est-ce qu'on peut aller plus loin dans notre volonté d'être dans une mobilité durable. Donc moi, quand on me parle de mécénat, je ne me dis pas du tout, mon Dieu, je vais m'éloigner de mon objectif premier, qui est d'aller vers cette mobilité-là. Donc, je ne pense pas qu'on risque de perdre des entreprises en n'étant plus que dans l'achat de crédits certifiés. Au contraire, je pense que je parlais de démarche globale, je pense que ça s'inscrit dedans et que ça a réellement du sens. Et du coup, Mathieu, est-ce que Marcel est l'entreprise unique en son genre, ou est-ce que du coup, pour les autres, ça pourrait aussi marcher? C'est assez hétérogène. Enfin, nous, on travaille sur les deux leviers. C'est-à-dire que depuis 15 ans, on travaille à la fois dans un modèle de mécénat environnemental et de finance carbone.
moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être dogmatique et vouloir se concentrer sur un seul et unique mode de financement. Enfin, il y en a, en vrai, pour atteindre des objectifs à la fois climat, biodiversité, environnement, enfin, il y a beaucoup d'instruments financiers. En revanche, moi, le point d'attention que je mets aujourd'hui, c'est il ne faut pas non plus briser un signal marché. Je veux dire, le marché n'est pas un gros mot, de dire une entreprise n'est pas un gros mot non plus. Une entreprise amène des financements et la compensation carbone est un marché qui s'est construit depuis 10 ans, 15 ans. Et en fait, c'est un énorme boulot. C'est-à-dire que, mine de rien, la finance carbone a beaucoup de défis, de challenges et parfois un peu étriqués sur certains projets. En revanche, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'aujourd'hui, il y ait une demande et que cette demande, elle a mis du temps à être créée et à être cadrée. Avec en face, du coup, une commodité qui est identifiée, les boîtes savent comment la gérer. Voilà. Et en fait, tout ça, ça met vachement de temps. Donc, moi, ma recommandation, c'est de ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il sert quand même. Il y a plein de projets qui sont financés grâce à ça. En revanche, c'est d'améliorer les pratiques, à la fois dans la manière d'avoir de la flexibilité vis-à-vis des petits projets, donc c'est-à-dire vraiment faire évoluer les méthodes pour que les petits projets puissent davantage être labellisés avec des mécanismes de flexibilité. Et après, un travail qu'on est en train de porter en ce moment avec un nombre, j'espère, important d'ONG, mais c'est de travailler avec notamment le GRS, mais sur des principes éthiques liés à la finance carbone, alors à l'international et en France. Si je peux en dire juste 2 mots, donc sur 3 grands piliers. Il y aura un premier pilier qui est lié vraiment aux opérateurs de finance carbone et qui donc inciterait les opérateurs de finance carbone à vraiment à la fois bien communiquer sur ces questions-là auprès de leurs clients, d'avoir également du coup, je dirais, une juste répartition du coût du crédit carbone en fonction du rôle joué aussi par les opérateurs. Un autre pilier qui concerne plutôt les porteurs de projets, dans lequel on inciterait les porteurs de projets à travers ces projets de finance carbone, mais à travailler sur l'autonomisation des populations, la réponse à des besoins de terrain, un positionnement aussi sur les projets en termes de, je dirais, de juste impact carbone et pas de chercher uniquement le carbone pour le carbone, mais aussi de travailler effectivement à d'autres impacts socio-économiques. Et également d'avoir je dirais, on passe en revue les impacts socio-économiques et les objectifs de développement durable qui sont nécessaires sur ces projets-là. Et enfin, concernant le projet lui-même, c'est le 3e pilier qu'on a envie de travailler, qui est plutôt je dirais un travail sur quelle est la bonne méthodologie associée à ce projet, d'un point de vue impact climat, mais aussi vis-à-vis des autres ODD. Quelle est la bonne méthodologie, quelle est la bonne labellisation, et comment s'assurer d'un bon niveau de permanence sur ces projets. Donc, ces 3 points de réflexion correspondent en fait à, je dirais, 3 échelles de réflexion. Et je pense que porter ces principes-là avec des acteurs de terrain, mais aussi à terme avec des opérateurs, pour faire évoluer positivement la finance carbone, me semble important, en parallèle de la diversification aussi des instruments de financement qui, pour moi, à la fois effectivement existent déjà, mais peut-être pas suffisamment mis en avant non plus, effectivement, sur le mécénat ou sur l'aide publique au développement, les C2E, enfin voilà, il y a quand même un panel important, quoi. Voilà. Merci Mathieu. Et merci pour ces éléments, donc les 2 recommandations que tu donnes finalement aux différents acteurs pour améliorer la finance carbone et donc améliorer le bébé au lieu de le jeter avec l'eau du bain, comme tu le disais. Et du coup, pour conclure, et qu'on se garde quelques minutes quand même pour des échanges et des discussions avec les participants et les participantes, est-ce que Béatrice, Camille et Amandine, je vais vous redonner la parole pour aussi conclure, faire un petit récap de ce que vous vouliez dire en 2 minutes et éventuellement aussi ouvrir la discussion sur donc, ces 2 recommandations pour la finance carbone ou des alternatives éventuellement. On peut commencer par Amandine, par exemple. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'on va aller sur une augmentation assez massive des financements liés au climat. Il faut qu'on s'assure de la justesse en fait, de chacun de ces financements et de sa contribution réelle à l'enjeu du monde de demain, que ce soit climatique, environnemental et humain. Et que du coup, la compensation carbone n'est pas la solution, on est plutôt sur la contribution carbone et que les outils sont assez multiples et qu'aujourd'hui, on s'est focalisé sur un outil qui est le crédit certifié, mais que cet outil-là, il doit pouvoir aussi évoluer pour être plus au service de ces objectifs. Et puis, il doit pouvoir laisser la porte à d'autres typologies d'outils
qui vont servir d'autres typologies de projets et d'impact différemment. Donc, je pense qu'on est sur un moment très intéressant là, de changement, d'évolution du marché climat. Et je suis ravie qu'on puisse avoir ces discussions collectivement et qu'on engage un mouvement sur cette thématique. Et je crois que la France est assez précurseur, donc c'est bien d'avoir de l'innovation en France sur ces thématiques. Merci Amandine. Camille, un petit mot pour conclure. Ouais, mais du coup, je rejoins pleinement Amandine dans ce qu'elle vient de dire. Et peut-être à rajouter, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà un peu mentionné, mais en fait, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de sortir de la logique unique de marchandisation. En fait, la certification, la certification carbone, c'est un super moyen de garantir de garantir une qualité de projet. C'est vraiment des systèmes qui sont très complets, qui sont à valoriser et à poursuivre, bien sûr. Mais du coup, sur la question des projets forestiers, c'est vraiment en sortant de cette logique de marchandisation. Il y a un enjeu aujourd'hui à monter des référentiels de qualité sur les projets forestiers qui soient basés sur la mesure de l'ensemble des impacts auxquels contribuent les projets forestiers, pas uniquement la question du carbone. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit aussi un peu au début, cette question de recoller à la complexité finalement de ce que sont les forêts et les projets forêts aujourd'hui. Voilà. L'enjeu final, c'est quand même par rapport, pour reprendre un peu de hauteur, mais par rapport à l'urgence climatique qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement en Amazonie brésilienne, on a, je pense, tous vu cette étude qui a montré que l'Amazonie brésilienne était aujourd'hui une émettrice nette de carbone et non plus un puits et une source de captation. On a un vrai enjeu aujourd'hui à financer les projets de préservation, les projets de restauration des forêts. Donc, voilà, à nous, on a les clés en main, je pense, pour trouver des solutions qui permettent d'avoir un impact de plus en plus fort et de garantir qu'on n'aille pas droit dans le mur en passant la troisième, mais qu'on arrive à mettre les freins qu'il faut, et ça passe par la préservation et la lutte contre la déforestation. Merci Camille. Est-ce que Béatrice peut aussi dire un petit mot pour conclure par rapport à ce qui a été évoqué juste avant? Moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à tous les échanges très intéressants qu'il y a, c'est que c'est quelque chose de complexe, et à comprendre aussi pour une entreprise, et c'est une démarche qu'il faut vraiment réfléchir. Donc moi, j'aurais envie de conclure en disant être accompagné, c'est bien, et ça permet justement de se poser ces questions de compensation, contribution carbone, quel projet on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on va être sur du crédit certifié, du mécénat, et pour une entreprise, avoir un interlocuteur unique qui nous accompagne sur ce point-là, je pense que c'est important, et il faut y réfléchir. Merci Béatrice. Donc un petit peu de pub pour le gros travail que fait Good Planet aussi avec vous, j'imagine. On va profiter, merci pour cette conclusion. Je pense qu'on va passer maintenant à un temps d'échange avec les personnes qui sont avec nous au webinaire, qui ont commencé à poser des questions. Alors, la dernière question, je vais peut-être y répondre rapidement parce qu'on a Camille Evin qui nous pose la question justement des différents gaz à effet de serre et de la notion de CO2 équivalent. Donc, alors, juste pour être sûr que ça soit bien clair, c'est qu'on a parlé de CO2 pendant tout le webinaire, et que dans le cadre des projets forestiers, on parle de séquestration de carbone, donc de dioxyde de carbone. Par contre, la finance carbone, même si on parle en CO2 équivalent, comme dans toute mesure d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une conversion. Et il y a effectivement aussi des projets de compensation carbone qui traitent d'autres gaz. On a typiquement des réductions d'émissions dans le secteur de l'agriculture qui concernent aussi le dioxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, pardon. On a aussi des émissions dans le secteur des déchets qui concernent le méthane, ou alors méthane aussi effectivement dans l'agriculture pour les élevages bovins. Donc tous les différents gaz à effet de serre sont quand même couverts par la finance carbone et sont ensuite retranscrits en tonnes de CO2 équivalent. Alors, je ne sais pas si c'était ça la question. Si ça ne l'est pas, j'invite Camille à préciser. Ok, super. Maintenant, une autre question qui nous a été posée un petit peu avant sur les limites globales qu'on a évoquées, parce que c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup intéressé là à l'échelle internationale, aux projets internationaux de solidarité. Mais la question était de savoir si finalement les limites qui ont été évoquées aujourd'hui sont aussi valables à l'échelle française. Alors, peut-être que Camille déjà peut nous en dire un mot, parce que je crois que Olfortris travaille aussi sur la question de la forêt en France et internationale. Et ensuite, peut-être aussi Mathieu qui a des éléments par rapport au label bas carbone. Camille, si tu veux commencer.
Je vais peut-être plutôt laisser justement Mathieu démarrer sur la question du label bas carbone et après je préciserai un peu sur la question forestière. Oui. Alors, le label bas carbone, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que je disais sur le signal de marché. On est sur un marché très, très jeune, en fait, où les entreprises, les territoires, enfin, aujourd'hui, enfin, voilà, s'essayent, n'ont pas trop de repères, de référentiels, etc. Donc, on est dans une phase où, oui, on sent que pour les projets forêts, par exemple, c'est de plus en plus installé. On a des méthodes qui sont certifiées par le ministère, mais en gros, il y a plusieurs leviers aujourd'hui de problématiques majeures. C'est la production des méthodes est lente. Donc, c'est-à-dire que les projets ne peuvent pas être certifiés pour tous les projets. Alors, par exemple, on se lance, nous, sur un programme de plantation de haies. La méthode s'est faite premier trimestre, elle a été validée par le ministère, et là on sent qu'elle va être revue parce qu'il y a des. Enfin bref, tout ça fait que ça ralentit beaucoup et on est sur un marché assez jeune. Donc tout n'est pas possible en termes de projet sur ce marché. Après, sur le coût de la tonne, il est prohibitif pour beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous disent oui, non, on est d'accord pour effectivement faire un crédit, à même acheter des crédits à 30, 40, 50, mais bon, il y a des projets, certains projets d'agroforesterie où ça peut, dans les projets d'agroforesterie, si on comprend effectivement un taux de séquestration relativement faible, parce qu'il est moins faible qu'un projet forêt, avec le coût de plantation, plus le coût d'accompagnement, la valorisation, ensuite le suivi technique, le suivi carbone, enfin, on arrive sur des coûts qui sont très, très importants. Et ça, beaucoup de boîtes nous disent, en fait, c'est compliqué. Et aussi sur la dimension séquestration, c'est intéressant puisque là, par exemple, on voit très bien que les haies qui séquestrent le plus de gaz à effet de serre sont des haies qui, d'un point de vue biodiversité, n'ont pas un si grand intérêt. Donc, on parle par exemple des taillis, enfin des haies type taillis ou des haies qui sont des futaies, par exemple, qui du coup séquestrent pas mal, mais qui, la différence, par exemple, ce qu'on appelle les haies pluristrates, donc qui permet d'avoir pas mal d'habitats pour la biodiversité, ils séquestrent moins. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on veut qu'un projet carbone soit intéressant d'un point de vue biodiversité, il faut qu'on ait moins de gaz à effet de serre séquestrés et donc un coût du crédit plus important. Donc on en revient toujours au même, si on veut des co-bénéfices intéressants sur un projet carbone, ça coûte plus cher. Voilà. Merci Mathieu. Camille, est-ce que tu as un petit complément là-dessus Du coup, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que Mathieu a déjà énormément couvert le sujet. Mais au final, la question sur la France, elle est assez similaire à la question internationale. Du coup, il y a clairement cette question du prix qui est plus facile à défendre en France sur les acteurs. Même si, comme l'a dit Mathieu, ce n'est pas toujours entendu parfaitement. Mais il y a surtout un enjeu aujourd'hui en France aussi à recréer en fait de l'intersectionnalité entre climat et biodiversité, notamment à travers le développement de plus en plus important des questions de solutions basées sur la nature. C'est un mot qu'on entend aussi de plus en plus fréquemment en France. Il y a eu une volonté de rassembler les enjeux climat et les enjeux biodiversité dans les solutions qui sont proposées par la France dans sa stratégie de lutte contre les dérèglements climatiques. Donc, il y a un énorme enjeu en fait, autour de la question de la forêt aussi en France. Et du coup, cette question carbone va forcément y être impliquée. Et par rapport à toutes les limites et les défis qu'on a déjà cités sur le reste de l'intervention, je pense que il faut avoir en tête l'ensemble de ces défis limites, y compris sur le territoire national. Ça ne va pas forcément avoir une différenciation majeure. Merci Camille pour ces compléments. Est-ce que c'est Coralie Invert, je crois, qui avait posé la question. Est-ce que ça répond ou est-ce qu'il y a besoin de compléments? Voilà. Parfait. Une autre question qu'on s'était notée, ou alors peut-être sur le même, vu qu'on est toujours sur la France, on peut prendre au fil de l'eau la question de Renaud Bétain qui s'adresse directement à Béatrice. Donc Renaud Bétain qui propose de réfléchir à des alternatives au label bas carbone. Et du coup, qui demande à Béatrice, est-ce qu'elle serait prête à soutenir un projet non labellisé et garantissant la même qualité, voire meilleure. Ensuite, on verra peut-être comment garantir la même, voire meilleure qualité. C'était ça ma question en fait, c'est comment sans une certification, on peut être sûr qu'on va avoir la même qualité, voire meilleure. En fait, nous en tant qu'entreprise, on a besoin, si on veut que notre démarche elle ait du sens, et on a besoin de ce label. Après, j'avoue, je me suis encore pas posé la question, donc c'est quelque chose auquel on pourra réfléchir. Mais justement, comment savoir qu'on a cette qualité-là, quoi? Quels seront les critères et comment les évaluer?
Oui, en effet. Donc, peut-être que Renaud veut préciser par rapport à ce qu'il entendait par des projets non labellisés avec la même qualité. Si Renaud est encore avec nous et qu'il veut prendre la parole. Je peux intervenir. Bah, écoute, on va laisser 2 minutes alors pour. Non, mais une seule minute. Les critères de qualité des projets labellisés, on les connaît tous en fait. La documentation de la baseline, l'additionnalité financière, et ça n'existe même pas dans les projets labellisés, c'est-à-dire quelle est la part du budget qui est couverte précisément par la vente des crédits carbone, les barrières sociales, techniques, institutionnelles, tout ça, ça peut se documenter. La méthodologie, il faut qu'elle soit transparente et savoir comment on quantifie le carbone. Et on peut même aller plus loin en mettant des discounts de 20 ou 30% sur le volume attendu. La transparence, en fait, à tous les niveaux. Le monitoring et l'audit, on sait très bien aussi comment faire aujourd'hui pour mesurer, notamment in situ. Je pense à l'agriculture, on a des solutions qui émergent de mesure du carbone du sol, en fait, séquestré vraiment dans le sol, et pas seulement de la mise en œuvre de pratiques ou de la prise de vue satellitaire qui reste des proxys, enfin de l'approximation. Donc on a la possibilité d'aller aussi loin, et on a des porteurs de projets qui disent, moi je ne veux pas attendre 2 ans, dépenser 50 000 balles pour développer une méthodologie, avoir un comité des fêtes qui me valide cette méthode, et attendre 2 ans que le ministère daigne valider ça. J'ai envie d'y aller, en fait. Donc il y a un premier pas, en fait, avant la certification, qui est une alternative, qui peut remplir tous ces critères de qualité, mais sans remettre en question la certification. Je veux dire, ces projets-là, ils doivent atteindre une certification demain. C'était ça ma question, c'était est-ce que vous êtes prêt à soutenir ce type de projet-là? Et en France, on en a besoin, quoi. Avec ces précisions, est-ce que Béatrice, ça change la réponse? C'est difficile de répondre comme ça là, à la question. J'ai envie de vous dire, oui, on peut s'y intéresser et voir en quoi on souhaiterait les soutenir, ça oui. Notamment que nous, on souhaite vraiment aussi s'inscrire dans des projets en France. Donc oui, j'ai envie de vous dire oui, mais je ne peux pas vous donner une réponse définitive en disant qu'on ne se posera pas la question de pourquoi le projet n'est pas labellisé et est-ce qu'on souhaite vraiment y prendre part. Ok, donc la question reste ouverte et ça fait aussi partie justement des alternatives que vous pouvez penser qui pourraient soit rester sur un système de calcul du CO2 et ensuite non certifié, ou alors finalement partir sur plus une approche mécénat. Et finalement, là, il y aurait moins aussi d'exigences forcément de calcul, moins de redevabilité sur la tonne précise de CO2, puisqu'on arriverait sur d'autres critères, d'autres co-bénéfices, enfin, plus que le carbone, mais on s'éloigne finalement de ces enjeux de certification aussi. Pour conclure, il nous reste juste quelques minutes. Je pense qu'on peut aussi aborder rapidement, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, mais on peut aborder rapidement la question qui a fait fureur dans le chat sur les bambous, avec Ronald qui nous pose des questions aussi sur un projet de plantation de bambous, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode qui existe. Alors, juste pour précision, Ronald, est-ce que c'est un projet qui est en France ou qui serait à l'international? En France. Donc là, peut-être rapidement, parce que c'est pas l'objet du webinaire n'est pas forcément de répondre à ce moment précisément à toutes les questions techniques, mais comme on le disait aujourd'hui, la certification en France elle est couverte par le label bas carbone, qui, comme disait Mathieu, est en train de se structurer assez jeune avec des méthodologies qui se développent. Et aujourd'hui, la création de méthodologies est à la charge, entre guillemets, de nouveaux porteurs de projets, d'acteurs extérieurs qui souhaiteraient développer une méthode sur un type de projet bien défini. Et ensuite, ces projets doivent être validés par le ministère. Ensuite, dans le développement d'une méthodologie, donc on disait tout à l'heure, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des méthodes de calcul, la définition des scénarios de référence et de l'additionnalité du projet. Donc, beaucoup de choses à vérifier avant de se lancer dans une méthodologie. Et donc, la question, c'était de savoir à qui il faut s'adresser pour développer une méthodologie. Il faut aussi déjà être sûr qu'il y a un intérêt. Donc, Renaud a commencé à répondre dans le chat, mais j'ai vérifié qu'on aurait une méthodologie solide pour vérifier qu'il y a bien des réductions d'émissions générées à la fin du projet. Et ensuite, vérifier aussi auprès du ministère qu'au niveau qu'il y a une additionnalité aussi réglementaire, qu'il y aurait une demande, qu'il y aurait possibilité de faire valider la méthodologie par le ministère. Donc, c'est une première réponse.
Il y a un formulaire qui contacte le ministère, il y a un formulaire de contact sur la page internet du label bas carbone. Et ensuite, pour d'autres questions plus précises, il ne faut pas hésiter. Donc, je présentais au tout début du webinaire la plateforme Infocompensation Carbone, qui est aussi là pour ça. En fait, nous, on est là pour faire le relais justement entre les porteurs de projets qui ont des questions ou même les entreprises qui veulent financer, et ensuite des acteurs, soit directement le ministère, soit des opérateurs, soit on peut répondre parfois aux questions de même. Mais voilà, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la plateforme Infocompensation Carbone et à nous poser des questions par mail. On saura y répondre si l'information n'est pas déjà présente sur notre plateforme. Et je vais terminer ce petit instant de pub avec le lien vers notre plateforme Infocompensation Carbone. On a une question qui vient d'arriver sur le Gong. Donc, on va y répondre en une minute avant de conclure sur la démarche de la Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets. Est-ce que rapidement, peut-être Mathieu aurait des éléments par rapport à ça? Vous voudriez y répondre? Alors, assez peu, pour être honnête, je sais juste que c'est un regroupement effectivement d'acteurs privés, à la fois privés publics, je crois, mais qui effectivement a pour but de permettre le changement d'échelle tant de l'offre que de la demande sur la question de finance carbone, et notamment de s'adapter dans le cadre de l'évolution liée à l'article 6 de l'accord de Paris. Alors, moi, je pense que, effectivement, c'est toute mesure qui vise à rendre la finance carbone plus accessible, c'est mieux. Qui vise à augmenter les barrières à l'entrée, c'est moins bien. Donc, il faut juste voir quel est l'objectif derrière, en fait. J'espère qu'en tout cas, dans cette task force, il y ait une volonté de davantage vulgariser, rendre accessible, et que les questions de communication également des acteurs qui passent par la finance carbone soient également bien traitées. Je pense que voilà, ça dépend un peu des intentions qu'il y a derrière, et ça, c'est la problématique liée à la finance carbone, c'est quelles sont les intentions derrière aussi, et c'est important c'est plus ça que je questionne. Après, sur le détail, j'ai pas suffisamment de connaissances à ce stade. D'accord, merci Mathieu. C'est vrai que pour compléter un peu là-dessus, l'objectif affiché de la Task Force, c'est vraiment de faire grandir le marché de la compensation carbone volontaire à l'échelle qui est nécessaire, vu qu'on anticipe une augmentation du potentiel financier en gros des entreprises vers la compensation carbone. Donc, c'est de faire en sorte que le marché soit capable d'absorber ces volumes importants, donc de le faire évoluer. Et c'est vrai qu'il y a finalement une démarche qui est assez différente de celle en France et de celle qu'on a évoquée aujourd'hui sur la notion de contribution. Et sur davantage de place pour l'éco-bénéfice, voire même des alternatives ensuite sur des questionnements éthiques, sur du mécénat, qui ne ressortent pas forcément à ce stade du travail de la Task Force. En tout cas, on n'a pas vu pour l'instant. Mais c'est toujours en cours. Et donc, ce sera intéressant de voir quelles sont les conclusions. Et comme dit Mathieu, le marché sera amené à évoluer. Donc, il faut saluer aussi toutes les démarches qui essaient de le faire évoluer dans le bon sens. Je pense qu'on peut conclure là. Il est 12h33. Donc, je profite pour dire merci vraiment encore une fois à tous nos intervenants et intervenantes qui nous ont éclairés de leurs expériences et de leurs visions. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Et il me reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon appétit. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. On vous enverra Merci le Lucas lien pour l'animation d'enregistrement et le support que Lucas a présenté en début du webinaire, ainsi que les notes de ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci. Je vais Au revoir. arrêter le pas. Au revoir. Au revoir, bon appétit.